Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le désir de justice semble nous interdire le pardon. Le pardon serait-il assimilé à une mémoire oublieuse ? Le 30 avril 2000, Paul Ricoeur était l'invité d'Antoine Garapon pour Le bien commun. Le bien commun reçoit aujourd'hui un invité exceptionnel, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur est philosophe, il a publié de nombreux ouvrages et il va publier aux éditions du Seuil au mois de septembre 2000 un livre intitulé « Mémoire, Histoire, Oubli ». Cher Paul Ricoeur, pour aborder le thème de ce matin, donc de justice et pardon, permettez-moi de commencer par vous citer, et par citer une phrase extraite de votre livre « Le Juste ». Vous opposez dans ce livre, je vous cite, une philosophie politique où la question du droit est occultée par la hantise de la présence incoercible du mal à l'histoire, et une philosophie où le droit serait reconnu dans sa spécificité non violente. Et vous proposez de dire que si la guerre est le thème lancinant de la philosophie politique, la paix est celui de la philosophie du droit. Alors, la question est savoir comment est-ce qu'on va passer de la guerre et du mal, ce mal incoercible à l'histoire, à la paix. Et en quoi la justice pourra nous aider à sortir de cette terreur. Et plus précisément, ma première interrogation, la première question est de savoir, est-ce que le droit, la justice, le procès, avec ses instruments ordinaires de la peine, de l'accusation, d'une accusation centrée, de la défense, de débats centrés sur l'action d'un homme et puis sur l'attribution d'une peine, est-ce que tous ces instruments du procès pénal qui sont adaptés à une souveraineté bien délimitée et au temps de paix, est-ce que ces instruments peuvent être étendus, en quelque sorte, à des crimes immenses, à des atrocités de masse, c'est-à-dire comme, par exemple, le crime contre l'humanité. En d'autres termes, ma première question est de savoir si on peut passer, est-ce qu'on peut utiliser les instruments du procès ordinaire pour juger des événements extraordinaires, comme par exemple le génocide? Oui, je pense qu'il faut d'abord repartir de la situation que vous avez décrite au début, à savoir la position du droit pénal par rapport au problème de la guerre et de la paix, par rapport à la violence. Et en effet, si le droit pénal a un rapport avec la violence, c'est le procès, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que l'on va théâtraliser, on peut dire, l'action criminelle en faisant comparaître, c'est-à-dire paraître ensemble, l'accusé et sa victime. Et donc, une cérémonie de langage, si vous voulez, qui va traiter par le moyen d'un conflit d'arguments, les conflits de violence. Et donc, c'est inscrit ainsi que le procès va s'inscrire dans un projet, alors à longue échéance, qui sera la reconstitution du corps politique. Mais en passant par une finalité courte qui va être de trancher. Trancher le débat, c'est-à-dire séparer le coupable, la victime, les remettre chacun à sa place. Bon, alors, votre question c'est, mais est-ce que ce qu'on fait avec les criminels ordinaires, on peut le faire pour les grands criminels de l'histoire? Alors j'ai présent à l'esprit, comme chacun, le procès de Nuremberg, le procès de Tokyo, le procès de Eichmann, mais aussi les procès d'Amérique du Sud, Bueser, et puis les trois procès français, Barbie, Touvier, Papon. Bon, et donc il faut trancher sur des cas.
des cas singuliers, mais dans un procès général. Alors, moi, à votre question, est-ce que l'on peut étendre à des crimes extraordinaires une procédure pénale appliquée et valide pour les... Je dis oui, c'est le pari. C'est le pari que on doit pouvoir faire comparaître dans les conditions du droit. Et c'est précisément, je dirais, la riposte aux criminels, aux grands criminels de l'histoire. Non, vous serez soumis à notre justice libérale, c'est-à-dire d'écoute mutuelle des arbres. Vous aurez droit à la parole. C'est-à-dire que tout ce que vous avez nié par votre action criminelle, nous allons vous l'appliquer équitablement. Alors je crois que c'est ça la force du grand procès criminel, c'est donc d'appliquer la règle aux grands crimes, la règle des crimes ordinaires. Et le deuxième effet, je pense, c'est de susciter dans l'opinion publique une nouvelle querelle, un dissensus. Et là, je crois qu'il y a un crédit fait on peut dire, à la discorde verbale, pour soigner la discorde, on peut dire, physique, n'est-ce pas, des troubles et des grands crimes. Alors, c'est un double pari, vous voyez. D'une part, la procédure pénale est valable pour les grands criminels comme pour les criminels ordinaires. Et deuxièmement, l'effet sur la société est un effet bénéfique de relancer l'addiction. Et donc, si j'essaie de définir le libéralisme politique pour le distinguer du libéralisme économique, c'est le crédit accordé au dissensus. Jouer la carte du dissensus comme une valeur pédagogique pour l'opinion publique. Est-ce que c'est d'ailleurs pas ce que nous a montré récemment l'affaire Pinochet? Est-ce qu'on ne voit pas dans l'affaire Pinochet qui n'est pas terminée, est-ce qu'on ne voit pas le principal bénéfice que nous en retirons pour l'instant, et peut-être même que la société chilienne en retire pour l'instant, c'est précisément cet effet de dissensus verbal? Oui. Essentiellement, alors dans le cas de Pinochet, je veux dire, ce vieillard, est-ce qu'il faut le faire souffrir? Il y a pas alors là, il y a peut-être qu'une mesure dans les souffrances disponibles. Mais c'est de dire qui est le coupable et c'est de qualifier les actions comme criminelles et que ce soit dit. Thierry Pêche. Mais alors, s'il s'agit de dire et non de rétribuer, est-ce que cette justice qui s'en prend à des crimes d'État, là en l'occurrence, est-ce que cette justice ne sort pas de sa logique d'équivalence traditionnelle? Oui, la logique d'équivalence, je veux dire principalement que l'échelle des peines doit être proportionnée à l'échelle des délits. Or là, nous avons affaire à des délits hors échelle, et du même coup, il n'y a pas de peine proportionnée. Mais précisément, si la question essentielle n'est pas de faire souffrir aussi le criminel, mais de dire, de nommer le crime et le criminel, alors là, il y a une effectivité. Et l'idée de disproportion ne joue plus. D'ailleurs, la disproportion jouerait pour la pénalité. Et c'était l'argument, n'est-ce pas, je crois que Jean Kelevitch employait dans son fameux livre sur l'imprescriptible. Il disait, il n'y a pas de peine proportionnée. Mais le problème, peut-être que vous le discuterez ailleurs, n'est-ce pas, le problème de la pénalité, mais ce n'est pas la souffrance ajoutée. C'est la parole dite. Oui, c'est-à-dire que je crois que tout le travail de la justice, c'est de rendre équivalentes des choses qui ne le sont pas. C'est de trouver les équivalences. Les équivalences ne sont pas a priori disponibles. C'est à la justice et tout un travail politique de les construire. Mais alors l'équivalence, mais alors c'est à long terme, c'est-à-dire que dans la société, à long terme, le parti parce que le dissensus est intéressant, c'est que ce n'est pas une querelle d'individus, c'est une querelle de fractions de la société. Ce que Rousseau, n'est-ce pas, un peu dénoncé comme étant une sorte de mal dans une conception indivisible de la souveraineté, pas de fraction du peuple. Hein. Mais justement, le dissensus joue sur des camps constitués. Et c'est bon qu'ils prolongent leur violence de fait, ils la transposent en violence de parole. Mais alors, la violence... C'est la discussion publique. C'est la discussion publique qui
qui ne va pas trop vite au consensus. C'est ça. Et le procès, c'est de prendre le temps du dissensus, c'est de prendre le temps de la discorde. Absolument. D'ailleurs, on en a vu un exemple encore récemment avec l'affaire Papon chez nous en France, où ce procès qui a été extraordinairement long a été le procès qui a permis de retrouver de nouvelles divisions. Mais c'est bon. C'est ça, des nouvelles divisions qui étaient différentes de celles de 45. Mais la première division, c'est quand même celle entre la victime et le bourreau. Et on pourrait même dire que d'ailleurs, le propre d'un crime contre l'humanité, c'est que personne ne peut rester indifférent. Et la distinction de Raoul Hilberg, c'est de dire il y a les victimes, les bourreaux et les bystanders. On ne sait pas très bien comment les appeler d'ailleurs. Mais je retrouve votre question justement de l'équivalence, parce que ce n'est pas une équivalence quantitative, si vous voulez. C'est d'abord la comparution. C'est-à-dire de paraître ensemble, de faire paraître ensemble la victime. Alors, à Nuremberg, ça avait été le cas, et au procès Eichmann. Peut-être moins dans les procès français, mais si, quand même, il y avait les parties civiles, et donc l'idée de comparution, c'est donc de mettre d'une certaine façon, sur le même plan, et en donnant une chance d'argumentation. Avec tous les périls que l'on a vus, avec la ruse d'un avocat comme Maître Vergès, de jouer certaines cartes dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui sont les cartes d'un historien dans le procès pénal, donc devant des juges. Mais d'abord, n'est-ce pas, il y a cette égalisation dans la parole, et qui est en quelque sorte l'équité. Je vous applique l'équité à vous qui l'avez bafouée. Mais alors, précisément, il y a une nouveauté qui a été l'apparition des victimes. Alors, bien sûr, les victimes ne sont pas nouvelles, mais c'était l'apparition d'une demande nouvelle qui pesait sur la justice, qui est la demande de reconnaissance. Est-ce que cette demande de reconnaissance, elle n'est pas précisément dans la comparution? Est-ce qu'elle n'est pas dans la recherche de la restauration d'un lien qui a été rompu très violemment entre le bourreau et la victime? Oui, mais ça, en même temps, c'est de la dissymétrie. C'est-à-dire, par rapport à l'acte de violence, on n'est pas à la même place. Et quand vous avez cité, c'est le titre de Hilberg, je crois, oui. qu'il y a 3 positions fondamentales par rapport au crime, et la troisième n'est pas la moindre. Mais il y a les perpetrators, comme ils disent, et puis les victimes, et puis tous ceux qui y ont assisté, qui étaient là, et avec une participation allant du silence à la complaisance active. Et donc, ce sont des rôles différents qui sont reconnus. Alors, je pense que le mot reconnaissance signifie 2 choses. Je pense qu'il y a d'une part reconnaître la place différente, mais aussi reconnaître l'appartenance mutuelle à l'acte. C'est au même acte que vous avez contribué. Et en ça, vous reconnaissez par, on peut dire, l'échange des positions autant qu'il est possible. C'est le vieux sens, je crois, qui vient de Hegel dans la philosophie de Iéna, où il avait introduit le mot de reconnaissance comme étant la structure fondamentale on peut dire, de l'honneur, la façon d'honorer par le langage le conflit. Et dans la reconnaissance, il y a l'idée que la victime existe aussi. Il y a une sorte de reconnaissance de l'être de la victime qui a été niée par le crime. Oui, avec éventuellement les effets pervers qui est l'abus de la victimisation. Et alors cet abus, je crois qu'il ne commence pas avec les victimes, mais avec leur porte-parole. Et je pense que là, nous sommes aussi dans une culture où tout le monde est le porte-parole d'une violence qui n'a pas subi, qui va se faire justicier. Alors, bon, il y a là peut-être une dérive, mais en face des grands crimes, on ne craint pas la dérive ici. C'est au contraire l'amnésie. Et précisément dans ces rituels de reconnaissance que seraient les grands procès, les victimes demandent de plus en plus la parole directement. Et c'est ça qui est assez nouveau. Finalement, dans le système ancien, elles vivaient en représentation à travers d'autres figures du procès, le procureur qui parlait au nom de la société et qui du même coup absorber d'une certaine manière la souffrance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que, à force que les victimes demandent parole directement dans ce rituel de reconnaissance, le mal qu'elles viennent dire soit réputé irreprésentable, indélégable, si j'ose dire, à quiconque? Oui, mais de toute manière, au procès,
les victimes ont la parole d'abord quand on la leur donne. Je veux dire qu'il y a un rituel du partage de la parole. Et deuxièmement, elles sont représentées. C'est ce qu'on appelle les parties civiles. Alors, ce n'est, je veux dire, certes, on peut entendre les pleurs et les cris, mais le procès consiste véritablement dans le passage à la parole, et des pleurs et des cris. C'est quand même une confrontation de paroles et d'arguments. Donc il faut pas dire, il y a quand même une prise de distance, y compris le fait de comparaître pour la victime est aussi une répétition théâtralisée en quelque sorte de sa propre souffrance et qui donc commence à la mettre, on peut dire, à distance de parole. Est-ce que tout ça fonctionne lorsque les victimes nous disent, ce qu'elles disent souvent, ma souffrance est indicible? Ma souffrance, je ne peux pas la partager, je ne peux pas vous la faire partager, je ne peux pas même vous donner les moyens de vous la représenter. Elle est tellement mienne qu'elle ne passe pas en parole. Mais il faut l'admettre que la pénalité, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure avec le pardon, etc., n'appure pas les comptes. Il reste de l'inextricable, il reste de l'indicible, et je dirais qu'il y a de la perte. Tout ne paraît pas, ne comparaît pas. Ce n'est que, justement, je dirais pas l'écume des mots, mais précisément ce qui peut apparaître dans des mots et des arguments. Donc, en ce sens, il y a une limitation, mais on peut dire l'exercice public du procès consiste précisément à tirer tout le bénéfice de cette limitation, je dirais, au langage. Vous diriez que c'est la part du deuil? Oui, mais ce n'est pas la tâche du juge. C'est c'est les suites qui vont être données par tous les partenaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux de la sentence? Et le travail du deuil, personne ne le fera à la place de la victime. C'est en ce sens, le procès n'est qu'une tranche, on peut dire, d'action verbalisée, mais dans un grand procès avec soi-même et avec les autres, avec la loi, qui n'est pas épuisé par l'événement du procès. Alors vous parliez d'un événement, un procès comme un événement avec soi, avec les autres, avec la loi. Précisément, lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité, de crimes de masse, l'histoire est engagée. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une histoire individuelle, celui de l'auteur ou celui de la victime qui est engagé par le crime, mais c'est une politique, c'est-à-dire c'est tout le dessein d'une nation. Et vous rappeliez tout à l'heure que un des arguments de la défense est d'appeler en cause, en garantie, on pourrait dire, l'histoire tout entière, et de dire, ce qu'on a vu à Nuremberg par exemple, de dire la guerre transcende en quelque sorte le crime, et c'est une grand dérèglement collectif qui a elle-même ses causes. En d'autres termes, on a vu qu'à chaque fois dans ces procès de Nuremberg, mais encore plus d'Eichmann et chez nous de Barbie, Touvier et Papon, on a vu cette difficulté de régler les rapports en quelque sorte entre justice et histoire. L'histoire des historiens. Mais cet autre dissensus, si on peut dire, ne doit pas être réglé. Il doit être laissé en l'état. Parce que une des conditions de la tenue d'un procès criminel, c'est de limiter le champ d'investigation, d'une part aux protagonistes principaux, donc les décideurs de la solution finale, dans le cas de Nuremberg, mais aussi aux événements qu'ils ont pu contrôler par leur action directe. Donc il y a une limitation du champ, et qui est nécessaire à la production de la sentence. Et au contraire, le jugement historique va toujours consister à élargir le champ. Non seulement multiplier les protagonistes, mais multiplier les niveaux. Le culturel, le politique, le social, l'économique, etc. Élargir le champ, avec le risque justement de diluer les responsabilités. Alors ça s'est traduit de façon très intéressante dans la grande controverse des historiens allemands sur l'Holocauste. Entre deux camps.
les intentionnalistes qui ont mis l'accent sur les décideurs et la formulation même de la solution finale, ce qu'on appelle la solution finale. Et d'autre part, les fonctionnalistes qui ont cherché comment ça s'insérait dans les... Alors, comment ça joue sur le procès? C'est qu'il y a toute une tranche d'histoire, une tranche narrative, si vous voulez, et le problème, c'est que justement, on coupe les ailes à l'historien. C'est pour ça que vous avez vu dans le procès Papon la réticence des historiens à participer parce que, non seulement parce qu'ils ne sont pas assermentés, ce qui est important comme témoin, alors que les médecins le sont, mais aussi parce que ils vont toujours être accusés d'introduire de la disculpation par l'explication. C'est ce qui est arrivé dans la querelle des Allemands avec Ernest Nolte, en disant mais il faut mettre en relation le crime nazi avec le crime bolchevique, qui était un crime asiatique, disait-il. Bon, et donc dès qu'on entre dans la comparaison, on entre dans la causalité mutuelle et on dilue. Et donc comment ne pas disculper en expliquant? Mais ça c'est justement propre à la question historique et ce n'est pas propre au procès pénal. Dans le procès pénal, il y a souvent un argument qui est revenu, notamment à Nuremberg, c'est l'argument, les anglo-saxons disent tu quoque, toi aussi, en latin. Oui. C'est-à-dire, finalement, bien sûr, il y a eu des crimes de guerre commis par exemple, mais eux aussi, il y a eu Hiroshima, oui. Il y a eu Nagasaki, et même d'ailleurs dans le procès, précisément, Dönitz a été disculpé parce que ce qu'il avait fait dans la guerre sous-marine avait été fait par les Américains. Donc, c'est un argument, Thierry Pech, qui est souvent utilisé par la défense. Oui, non, puis autre chose, c'est vrai que l'historien explique, mais il n'a jamais fini d'expliquer. Et on pourrait dire que le récit historique est infini, d'une certaine manière. Absolument, il est interminable. Alors que le récit judiciaire, lui... La règle du procès pénal, c'est de juger en temps limité et d'aboutir à un système binaire de choix. Disculpé ou condamné. Peut-être non lieu avant, mais s'il y a lieu de juger, si le tribunal est compétent, il doit trancher. Il a l'obligation de trancher. Et donc, il y a même une prétention du jugement pénal, c'est d'être définitif, définitif. Même s'il y a un appel, il y aura un moment donné, ce sera définitif. Il n'y a pas, je crois que c'est vous qui avez dit quelquefois, l'appel c'est un second coup, il n'y a pas de troisième coup. Mais le jugement historique est sans fin. C'est pourquoi il est révisionniste. Mais pas négationniste, il est révisionniste. Qui est donc, alors la révision, c'est une catégorie juridique prudemment employée. Mais alors comment accorder ces temps, ces différents temps? Le temps du judiciaire, je dis pas de la justice, le temps du judiciaire qui est le temps du procès, qui est un temps limité, et le temps de la justice ou le temps de l'histoire qui est un temps interminable. Par exemple, vous faisiez référence à la querelle des historiens allemands, ils ont dû réouvrir l'histoire du Troisième Reich après Nuremberg, après qu'on ait décidé que les auteurs de la solution finale étaient bien coupables, d'ailleurs ont été pendus. C'est-à-dire qu'ils avaient une tâche qui était quand même particulièrement délicate, d'avoir à réouvrir un dossier que la justice avait fermé. Oui, mais c'était une tâche dont ils sont acquittés d'une façon remarquable. Moi, j'ai une grande admiration pour tous les participants de cette querelle, de cette controverse, y compris Nolte. Parce qu'il y a un exercice de vérité, de véracité, mais sans jamais entamer la condamnation morale. Et donc c'était difficile pour des historiens d'expliquer sans absoudre. L'un d'entre eux, Christian Mayer, a très bien expliqué ça, en disant il s'agit d'employer toutes les armes de l'explication historique, et donc aussi de la comparaison, du comparatisme avec d'autres crimes, et donc au risque de noyer, de diluer, d'en faire un détail. Oui, le mot détail est un des pièges de l'historien, parce que effectivement on replace dans des cadres de plus en plus vastes. Mais alors, je dirais que l'arbitre entre les deux, c'est le citoyen. Entre le juge et l'historien, il y a un tiers.
qui est le citoyen, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Et nous revenons à notre question du dissensus. Comment la publicité, la publication des procès est essentielle au travail de mémoire alors qui va se continuer dans l'opinion publique. Alors que le procès est achevé, la publication du procès rouvre, on peut dire, un procès devant l'opinion publique, qui est l'ultime juge. C'est ça. C'est-à-dire que il y a une sorte de le juge du juge en quelque sorte, c'est la publicité, c'est l'opinion publique. Mais l'opinion publique, elle est changeante. Donc comment faire juger l'opinion publique? Comment le citoyen peut-il s'exprimer dans un procès? Est-ce que comment trouver des moyens pour faire parler ce grand acteur collectif? Oui, ça pose tout le problème de l'état le niveau de discussion dans la sphère publique. Et bon, alors c'est tout autre problème que la place des médias, la place de la presse. Parce que il est quand même intéressant de voir que la controverse d'historien s'est produite dans la presse. C'était le grand journal de Francfort. C'est dans le grand journal de Francfort que les pièces du procès entre historiens a été étalées, y compris à Bermas. Oui, c'est très bien quand on peut médiatiser ce débat, le rationaliser, lui donner une forme argumentative. Mais on sait que la démocratie d'opinion, enfin ce qu'on appelle la démocratie d'opinion, s'abandonne volontiers aussi aux émotions, au jugement hâtif, et que dans une société comme je crois la société française, où l'espace entre finalement l'espace institutionnel et l'espace de l'opinion publique, eh bien entre les deux il y a un grand vide, il y a peu de corps intermédiaires, il y a peu de lieux qui permettent de faire remonter l'opinion, le meilleur de l'opinion par capillarité au niveau du débat. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'injustice au fond de ce troisième acteur? En tout cas, le juge et l'historien sont indemnes. Là, je veux dire, ça, le problème que vous posez, c'est le problème de l'opinion publique et de l'état d'activité de cette opinion publique. Et bon, notre discussion d'aujourd'hui fait partie de l'éducation de l'opinion publique, bon, par un petit dissensus entre nous. Ben, c'est cela, la règle du jeu. Aussi retarder la sentence. Alors, venons-en maintenant à l'après-procès, parce que on a bien vu également que dans ces grands procès est apparu des termes nouveaux pour la justice, comme celui de mémoire, comme celui de pardon. Et on a vu l'exemple, par exemple, de l'Afrique du Sud, dans lequel c'était en quelque sorte l'aveu des exactions qui avaient été commises de part et d'autre, du côté de l'ANC et du côté des forces de sécurité, contre l'amnistie. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un registre nouveau qui est d'ailleurs déroutant pour les juristes et déroutant pour les citoyens également, qui est ce registre entre la mémoire, l'amnistie, l'amnésie, l'oubli, c'est-à-dire la survie au procès ou l'après-procès, pour parler en des termes moins dramatiques. Le cas que vous évoquez de la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud est singulier. N'est-ce pas? Parce que précisément, un peu différent de ce que vous venez de dire, c'est l'amnistie. C'est-à-dire, on ne passera pas au tribunal, on ne fera pas Nuremberg, on ne fera pas Buenos Aires, on ne fera pas le procès du général Villela. Alors, ça, c'est une sorte de court-circuit tenté d'une façon extrêmement courageuse par deux hommes, Mandela et Monseigneur Tutu, d'amener à comparaître les victimes et leurs bourreaux, les premiers faisant des aveux, je veux dire, exposant leur douleur, et les seconds avouant, et amnistiés parce que ayant avoué, c'est-à-dire n'ayant pas de procès. Alors, le piège, qui n'a pas été complètement évité, c'est que l'aveu peut être une ruse. Et en effet, un certain nombre de criminels blancs, ou d'ailleurs noirs aussi, puisque la plupart des crimes ont été entre noirs, on avouera pour ne pas aller au procès. Et donc, vous voyez, c'est un usage de l'amnistie. L'amnistie contrôlée par une commission ad hoc. Ça, c'est sans exemple actuellement dans le monde.
Et le bénéfice... C'est pour ça que vous parlez de l'après-procès. Là, c'est éviter le procès. C'est éviter le procès, c'est contourner le procès pour la vérité. Parce que dans le fond, ce qui est important dans ces procès aussi, c'est de fixer une vérité, définitivement. Et il n'y a pas de meilleure vérité que celle qui est avouée par les intéressés eux-mêmes. Et donc oui, vous savez que ça aboutit à 5 gros volumes du rapport de cette commission. Et rapports qui n'ont pas été encore validés par les instances législatives et exécutives de l'État. Le troisième terme, c'est les commissions justice, vérité, réconciliation. Oui. Donc il y a la perspective de la réconciliation nationale derrière, et qui est une réconciliation qui ne passe pas par l'oubli, mais qui passe par la vérité assumée. Qui ne passe ni par l'oubli, ni par le procès. C'est ça qui est important. Qui passe par la commission de réconciliation. Alors là, c'est un court-circuit sans autre exemple dans l'histoire contemporaine. C'est une alternative à Nuremberg. Je crois que ça n'a peut-être pas été souligné. Mais d'ailleurs en Afrique du Sud, je crois que ça n'a pas été de soi. Il y a eu des difficultés. Oui, mais écoutez, la commission a remis son rapport fin 98. Et donc, c'est une affaire tellement récente, n'est-ce pas? Les auditions ont duré 4 ans. Et le nombre, c'est plusieurs milliers de dépositions qui ont eu lieu. C'est une opération de très grande envergure, mais qui supposait une maturité politique qui est loin d'être atteinte non seulement par les Noirs, mais aussi par les Blancs. Car il y a eu, parmi les Blancs, quelques-uns qui ont fait des aveux, mais je peux dire utilitaires, c'est pour ne pas être traînés devant les tribunaux, et d'autres qui ont alors refusé de s'abaisser par dignité personnelle. Notamment, et ils sont peut-être plus respectables que ceux qui ont avoué pour ne pas être accusés devant un tribunal. Bon, mais ça, je veux dire, cette option singulière ne doit pas peut-être entrer dans notre appréciation de nous, ce qui nous est arrivé après les grands procès criminels. Ma question était, permet de comment articuler le procès et le pardon. Voilà, c'était en fond la question que je voulais vous poser. C'était comment est-ce qu'on peut, est-ce que là on a un exemple historique qui est sans précédent d'une manière d'arriver à la réconciliation et d'arriver à dépasser en quelque sorte le crime. Donc ma question c'est est-ce que comment concevoir les rapports entre la justice, la peine qui doit être exécutée et le pardon? Moi, je suis ici tout à fait du côté de Jacques Derrida dans sa discussion dans le monde des débats. À savoir que il ne faut pas vulgariser la notion de pardon. C'est quelque chose de trop extraordinaire. Et deuxièmement, il ne faut pas que ce soit substitué à la justice. Mais alors je prendrai un exemple, puisque actuellement il y a peut-être une sorte de théâtralisation générale, de la repentance à tout vent, qui est parfaitement excessive. Bon, mais je prends le cas du pape, qui va voir dans sa prison son agresseur. Il n'a jamais demandé la suspension de sa peine. C'est un acte personnel, et dans la présupposition que quelqu'un a demandé pardon. On ne donne pas pardon comme ça à tout vent. La véritable, je dirais que l'entrée d'abord dans le problème du pardon, c'est la demande de pardon. Quelqu'un a-t-il demandé pardon sincèrement, authentiquement? Sans ça, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, le pardon est un acte personnel de personne à personne. Et donc ce n'est pas institutionnel. Il n'y a pas d'institution du pardon. Alors, l'amnistie, c'est autre chose. Et moi, j'adopterai assez le vocabulaire d'un théoricien allemand, Kodal, sur les formes politiques du pardon, où il dit que traiter correctement un prévenu et établir des lois d'amnistie, ce n'est qu'un incognito du pardon. Et donc, une forme non seulement dérivée, mais qui peut tourner très vite à la caricature et à l'abus. Et en tout cas, je crois qu'il faut dire que jamais le pardon ne doit se substituer à la justice. Il faut que justice soit faite et aille jusqu'au bout. Et donc, c'est un rapport personnel éventuel de la victime à son agresseur, mais ce n'est pas de la justice.
Thierry Pêche. Oui, je repensais justement à cette commission Vérité-Réconciliation, devant laquelle une femme de victime était comparue et avait dit, je crois d'ailleurs que Jacques Derrida cite ce cas dans l'article auquel vous faites allusion, avait dit « Je n'autorise pas cette commission à pardonner, je suis la seule à pouvoir pardonner et je ne suis pas prête ». Mais elle n'était que la femme de la victime. Dans bien des cas que nous venons d'évoquer, celui qui est capable de pardonner n'est plus là, il est disparu, il est mort. Qui va pardonner en son nom ? Ou alors faut-il considérer que lorsque la victime est disparue, la dette va rester béante, faute de créanciers? Alors là, vous posez un problème qui est la délégation, soit dans le rôle de celui qui demande pardon, soit dans le rôle de celui qui pardonne. Mais prenez par exemple le cas dans des grandes institutions comme les églises ou des grandes institutions professionnelles, les magistrats, les professeurs, etc. Alors, qui peut demander pardon à qui ? Alors, ce n'est qu'au nom d'une solidarité historique. J'appartiens à la même communauté qui a commis ces exactions. Bon, disons, les évêques de France demandant pardon pour le traitement des Juifs, bon, ça, ou le pape, bon, et demandant pardon pour l'Inquisition, pour ça. Bon, alors, c'est parce que il représente personnellement une institution qui a une longue histoire, qu'il est comme le délégué, le représentatif de cette longue histoire et qui se met à contemporain de l'événement à travers cette longueur de temps. Mais à qui la demande été, à qui demande-t-on pardon ? Les victimes de l'Inquisition ont disparu et donc c'est des victimes invisibles. Alors, y a-t-il une délégation de la victime ? Donc on retombe sur la victimisation, comme il y a une délégation de la culpabilité. Moi j'ai des grands doutes. On sait, c'est pour ça que j'employais l'expression, proche d'ailleurs de celle de Derrida, un peu une théâtralisation de la repentance et le pardon à tout vent. Et moi je résiste beaucoup à cette espèce de dissipation de la force du pardon, de son anti-violence, qui est un cas vraiment extrême et moi je dirais du face-à-face. Je voudrais revenir, Paul Ricoeur, à ce que vous avez dit en commençant. Le pardon commence par la demande de pardon. Oui. Ce que disait également Yankelevitch, je crois. La difficulté qui se présente alors, c'est plus qui pardonne, mais à qui on pardonne. Je crois que Jacques Derrida soulève cette difficulté lorsqu'il dit, finalement, celui qui demande pardon fait un geste d'auto-accusation, il se reconnaît comme le coupable, et donc il n'est plus exactement le coupable, il est déjà celui qui est dans l'amendement. Et d'une certaine manière, le pardon n'a de sens que s'il s'exerce à destination du coupable, et non pas de celui qui est déjà quelqu'un d'autre que le coupable. Oui, là, moi je discuterai dans cet argument-là, de dire si je pardonne à quelqu'un, j'en fais un autre que celui qui a commis l'acte. Mais je pense que c'est précisément le cas, que l'acte de pardon consiste à dissocier les capacités du coupable de l'effectuation qu'il a faite de cette capacité. Je veux dire, en pardonnant, je dis à quelqu'un « tu vaux mieux que tes actes ». C'est-à-dire, il y a des ressources en toi qui n'ont pas été épuisés par ton acte mauvais. Alors c'est par là que c'est très difficile et tellement singulier de pouvoir être en face de quelqu'un d'autre. Je me place dans la situation non pas de celui qui demande pardon, mais celui qui donne le pardon. C'est d'accorder à un autre, effectivement, d'être autre que celui qui a commis le crime. C'est-à-dire d'être le même, mais en capacité, mais autre que l'effectuation dans son acte. Vous diriez donc, Paul Ricoeur, que je pardonne quelque chose et non pas quelqu'un? Non, on pardonne quelqu'un, mais on pardonne quelqu'un, puisque on lui dit, toi, tu n'es pas identique par épuisement à ce que tu as fait. Tu vaux mieux que ça. Alors, c'est par là, n'est-ce pas, que le pardon peut s'insérer dans un procès de réhabilitation, je veux dire, une histoire de la peine, à savoir que si la peine, a un sens, c'est qu'elle restitue précisément, d'ailleurs comme on dit juridiquement, ses capacités. Restitue les capacités de l'accusé.
ce qu'on appelle purger sa peine, c'est justement par les souffrances privatives de liberté, qui sont celles de nos punitions, c'est qu'il se reconstitue un sujet, alors vraiment distinct de son acte, et qui pourra se réinvestir dans un autre type d'acte que ceux dont il a. Alors, je pense que la peine aurait un sens, peut-être que vous discuterez ça autrement, et ailleurs, si on peut faire mémoire de son acte en reconstituant le schéma par lequel on s'est investi dans un acte et comment s'en désinvestit. Et la peine serait ce qui vient séparer en quelque sorte l'auteur de son acte. Oui, mais moi je pense à la très belle analyse de Hannah Arendt, lorsqu'elle dit que la continuation de l'action suppose deux actes, il faut pouvoir se délier en arrière de soi et se lier en avant de soi. Se délier en arrière de soi, c'est le pardon, et se lier en avant de soi, c'est la promesse. Mais pour être capable de se lier à nouveau, il faut se délier. Donc, il faut rompre ce que la pensée indienne appelle le karma, c'est-à-dire cette espèce d'enchaînement dans la chaîne de ses actes. Sortir l'auteur de la chaîne de ses actes, qui est un acte immense, gigantesque. Et là, Derrida a raison de dire que c'est un acte impossible qu'il faut faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas, Paul Ricoeur, transposer cette lecture de la peine au niveau général d'une société? C'est-à-dire que dans le fond, est-ce que le rôle des procès, le rôle de la justice judiciaire serait de délier, pour reprendre l'expression de François Host qui était à votre place il y a 3 semaines, qui serait de délier le temps? Et que, on pourrait le dire de manière un peu plus prophétique, de régénérer le temps. C'est-à-dire que la justice viendrait purger un passé qui pèse collectivement sur tout un groupe et qui viendrait rendre de nouveau une promesse possible. Mais ça, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le livre de Host, c'est d'avoir en quelque sorte scandé le temps social, le temps juridique et le temps pénal, donc par réduction, par une série d'actes liés-déliés. Il y a comme une rythmique de liés-déliés. Et parce que quand on a commis un acte, on s'est lié à ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on en est responsable, on est imputable. C'est-à-dire, on peut le mettre à votre compte. Donc, on vous lie. Et bon. Mais en même temps, si vous êtes jugé, purger sa peine, c'est aussi entrer dans le processus où on se délie. Et pour être capable de nouveau liement, n'est-ce pas? Il faut un beau mot avec le verbe. Il faut, un nouveau liement à partir d'un déliement. Si le procès, ce rituel de reconnaissance que vous avez décrit tout à l'heure, Paul Ricoeur, au début de notre entretien, et si le pardon suppose une demande de pardon dans laquelle il y a bien une reconnaissance de l'acte, est-ce que, par transitivité, si j'ose dire, le procès ne pourrait pas être l'antichambre de la possibilité du pardon? C'est-à-dire le lieu où les acteurs reconnaissent leurs actes, leur situation, et donc processus au terme duquel le pardon devient possible. Alors ça, c'est l'histoire hors procès et après procès. Mais le tribunal, la catégorie du pardon n'est pas une catégorie juridique. Donc, il n'y a que deux choses, la condamnation et l'acquittement, s'il n'y a pas eu non-lieu. Mais il n'y a pas le pardon. Il peut y avoir des circonstances atténuantes, donc, mais ça fait partie de ce que Caudal appelle très justement la considération. La considération. Parce que même le criminel, peut-être surtout dans les procès ordinaires, on doit de la considération au coupable. C'est-à-dire lui donner la parole déjà. C'est très hegelien, ça. Oui, mais oui. Alors ça, c'est l'aspect de réconciliation. Il y a une mutualité de la parole. Nous échangeons de la parole. Donc, l'équité consiste dans la possibilité au prévenu de parler comme sa victime aussi. C'est fait partie de la comparution, de paraître avec elle. Oui, une question qui, à la lecture de l'article de Jacques Derrida, qui décidément nous sert de référence ce matin, Paul Ricoeur, une question reste, à mon avis, en suspens dans cette réflexion sur le pardon. Jacques Derrida dit finalement le pardon est culturel. Il est d'origine abrahamique. Lorsque le Premier ministre japonais demande pardon aux Coréens et aux Chinois, il utilise une notion qui n'est pas du tout dans la tradition japonaise, et c'est là le signe de ce que
par la multiplication des scènes de repentance sur la scène géopolitique, et bien de ce qu'il y aurait une grande conversion chrétienne, une mondialatinisation, comme il dit, de la scène internationale. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Oui, mais c'est un fait culturel que, on peut dire, la parole abrahamique, c'est-à-dire donc juive, chrétienne, islamique, a été une parole forte, et qui, alors ça touche là, je dirais, à un rapport très difficile que suscite selon cet article, le rapport entre l'universel et l'historique. Parce que il y a dans toute proclamation de parole forte une présomption d'universalité, une présomption, et une prétention d'université. Alors, c'est reconnu par les autres ou pas. Et il n'y a pas simplement que dans le religieux qu'il y a cette universalisation d'une parole qui a été donc abrahamique dans le cas. Mais toute la question des droits de l'homme repose là-dessus. C'est qu'en gros, c'est du langage anglo-saxon, du libéralisme politique qui a été du bout des lèvres assumé plus ou moins par tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative au vocabulaire des droits de l'homme qui a été on peut dire finalement non plus le produit de la tradition abrahamique, mais des Lumières. Et il y a eu là une sorte de convergence de l'héritage, qu'on peut dire, largement abrahamique et de l'héritage des Lumières. Et finalement, à longue échéance, Jérusalem et Athènes, si vous voulez. C'est-à-dire que on assisterait, et ce serait le sens de l'universalisation, qui ne serait pas un universel d'emblée, mais qui serait une construction de l'universel par une histoire qui est faite d'un empilement. Mais donc c'est un des aspects de ce qu'on appelle globalisation, qui n'a pas seulement des aspects économiques, c'est que maintenant les arguments circulent, et puis les modèles de reconnaissance, pour employer le terme de tout à l'heure. Et bon, il se trouve que par peut-être quelquefois le trajet de la violence, la colonisation, c'est vrai. Bon, il y a eu une sorte de latinisation qui est aussi une germanisation de l'ensemble du monde. Mais parce que ça a été quand même un discours extrêmement fort, et qu'il se trouve que la culture occidentale, donc gréco-germano, latine, a produit ce discours fort. Mais est-ce que ces concepts d'origine religieuse, Paul Ricoeur, est-ce que ces concepts d'origine religieuse peuvent vivre à l'échelle internationale sans se couper de leurs racines culturelles, de leurs racines religieuses? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent accéder à l'universel sans renier leur origine? Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils s'émancipent d'une certaine manière de leur personne ne demande ce déracinement. C'est un fait que autour d'une communauté, il y a des marges qui sont de plus en plus vastes. Et d'ailleurs, je dirais que la survie du centre dépend de sa capacité de négociation avec ses marges. C'est le cas de toutes les communautés religieuses maintenant. Elles ne sont plus définies par des limites, par des murs. Si vous voulez, les vases contenants n'arrivent plus à retenir la surabondance de la source, qui va donc se disperser. Mais en même temps, il y aura toujours des gardiens du temple pour tout simplement préserver l'origine du jaillissement. Donc, il se passe quelque chose, à la fois dans les centres religieux, disons, du christianisme multiple, du judaïsme, de l'islam, mais en même temps, il y a une sorte de diffusion de la parole qui exprime tout simplement sa force originaire. Oui, mais qui n'est parfois plus visible. C'est un peu la question que je vous posais. C'est-à-dire, on a le sentiment que des notions comme le pardon, qui sont partagées par des cultures extrêmement différentes aujourd'hui, sont des notions qui viendraient d'une théologie sans église, d'une théologie qui n'aurait plus d'identité institutionnelle fixe. Mais je vois pas l'alternative. Je n'arrive même pas à voir où il y a un problème là. C'est un fait que une parole a des centres de diffusion et à des confins. Alors, ce qui se passe aux confins n'annule pas la responsabilité du centre de maintenir la vivacité de sa propre parole. Et ça, ces communautés-là sont responsables de la
de la vivacité de leur parole, tout simplement. Sans pousser trop les comparaisons, finalement. Je veux dire, on ne voit pas pourquoi on accuserait le centre de ce qui se passe sur les bords. On assisterait la globalisation, la mondialisation, ne serait pas une latinisation, mais serait plutôt là aussi l'entrechoc. On ne peut pas parler de comparution, mais il serait le dialogue, et on retrouve notre idée de dissensus, finalement. Ce qui ferait la mondialisation, c'est le dissensus. Mais d'ailleurs, le dissensus est loin d'être aboli entre, disons déjà, le judaïsme, les judaïsmes, hein, parce qu'il faut aussi le mettre au pluriel, et pas seulement les christianismes, et peut-être les islams aussi, je ne sais pas. À Bornéo, je sais pas, à Sumatra, c'est pas la même chose qu'au Maroc. Bon. Et donc finalement, le modèle du dissensus dont nous parlions au début, qui est le fond, comme vous le rappeliez, du modèle libéral, du libéralisme politique, serait le modèle que nous pouvons, la manière dont nous pouvons concevoir la mondialisation. De mettre en relation la diffusion du noyau abrahamique avec, d'autre part, la diffusion des modèles de politique libérale, sont deux phénomènes parallèles et qui sont distincts de leur lieu. Que les Lumières, c'est pas la même chose que Jérusalem. Bon, mais ça se recroise. Et une grande partie de notre vocabulaire politique, social, juridique, est issue de ce croisement, qui me paraît d'être d'une grande fécondité, mais sans que soient confondues les origines de discours. Les sources vives et les applications. Paul Ricoeur, merci. Cette émission a été réalisée par Patrick Molinier, prise de son Bruno Gagnère. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 avril 2000.